Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes à Strasbourg, au cœur du Parlement européen. Et dans cette émission, zoom sur les OGM avec un reportage en Espagne, premier producteur en Europe d'organismes génétiquement modifiés. Nous verrons que la colère monte dans le pays. Mais d'abord, l'actualité, comment relancer la croissance dans la zone euro? Nous allons poser cette question à un invité exceptionnel, Martin Schulz, président du Parlement européen. À peine investi et déjà armé de son bâton de maréchal. De Berlin à Washington, François Hollande a un objectif, la sacro-sainte croissance. Pour ce faire, il devra convaincre ses homologues de la nécessité d'une relance. Alliés de poids, Barack Obama, Mariano Rajoy, Mario Monti. Mais Angela Merkel, elle, n'en démord pas. Son credo, pas de rebond, la bonne tenue des finances publiques et la rigueur. La rigueur et encore la rigueur. Pas si simple. Après l'axe Merkozy, voilà qu'on raille le Mercoland. Un couple qui pour l'instant ne vit pas vraiment de lune de miel. Les prévisions sont mauvaises. Zéro croissance en zone euro cette année. Et le climat social est plus que tendu. La Grèce s'enfonce dans la crise politique et aujourd'hui on parle sans embâche de sa prochaine sortie de l'euro. L'Italie, le Portugal croulent sous les déficits. En Espagne, c'est la santé des banques qui inquiète. Le taux de chômage y atteint des cimes et l'émigration des Espagnols vers d'autres Eldorado a repris. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la croissance ? Martin Schulz, merci d'être avec nous. Vous êtes président de ce Parlement depuis quelques mois. On a vu depuis ces derniers temps, il y a quand même la crise de la zone euro est à son comble. On a l'impression que c'est encore une redite. Ça fait quand même 3 ans que cette crise dure. Angela Merkel refuse toujours les eurobonds, les project bonds. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour réussir à infléchir sa position? On verra. Je ne suis pas sûr que ça va tenir très longtemps. Après les élections en France. Et l'arrivée de François Hollande? L'arrivée de François Hollande à l'Élysée, il est logique que l'agenda en Europe change. Je suis de temps en temps, je suis un peu surpris sur les débats publics parce que les gens me posent par exemple la question, est-ce que vous croyez que quelque chose va changer? Et si la deuxième nation membre de l'Union européenne, la France, remplace un président sortant conservateur par un président socialiste, logiquement la politique change. Donc je crois les eurobonds, les questions de la croissance, de la lutte ciblée contre le chômage, surtout des jeunes. Aussi On a vu que les chiffres étaient très mauvais. J'étais en Grèce, j'étais en Espagne, c'est terrible. C'est même menaçant pour la démocratie. Donc il faut qu'on mette ces choses sur l'agenda et j'en suis sûr qu'il y aura un changement dans la stratégie de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne. On parle aujourd'hui de rebond et effectivement Angela Merkel ne le veut pas. Vous avez voté, vous avez mis en place hier avec le trilogue, donc Commission, Conseil, Parlement européen, la possibilité d'émettre donc un début de project bond, donc ces possibilités en fait d'emprunter ensemble pour financer des grands projets. C'était un projet qui était porté par Jacques Delors dès 90. Nous sommes en 2011, il a fallu 20 ans pour arriver à ce résultat. Ça a été voté mardi, donc 22. Est-ce qu'il faudra encore 20 ans aujourd'hui pour mettre en place les eurobonds? C'est une question qu'il faut poser pas au président du Parlement européen. Nous sommes prêts de faire de prendre n'importe quelle mesure pour l'appliquer, mais le Sénat en France, par exemple, pourrait facilement poser la question au gouvernement précédente, surtout pourquoi la France n'a pas pris l'initiative. L'Europe a une large majorité des gouvernements qui sont hésitants. Donc ce n'est pas le Parlement. Nous sommes pour, depuis très longtemps. Nous avons soutenu Delors il y a 20 ans pour cela. Ce n'est pas échoué à cause des institutions européennes, c'est à cause des États membres. Pourquoi est-ce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, n'est pas le prêteur en dernier ressort? Parce que c'est pour le moment pas publié, mais il était déjà le cas le moment où le Banque Centrale Européen, c'est comme l'eurobond, on ne dit pas ce qui se passe. Ils ont acheté. Mais votre question mène dans une autre direction.
Si c'est nécessaire, il faut, ça c'est ma réponse, si c'est nécessaire, il faut que la Banque centrale européenne agisse comme lender of last resort, comme le fait aux États-Unis. Vous le souhaitez? Vous qui êtes allemand, est-ce que si vous aviez Angela Merkel en face de vous, vous lui diriez il faut? Je cite Angela Merkel dans un discours au forum du Süddeutsche Zeitung il y a 6 mois. Je suis contre, mais je respecte la pleine indépendance de la Banque centrale européenne. Habile. Martin Schulz, autre sujet qui préoccupe nos voisins européens, c'est le sort de la Grèce. Sortira-t-elle ou pas de la zone euro? C'est la question qui a agité les médias cette semaine. Petit tour des télévisions étrangères avec Aurélie Dafas. Sortira ou sortira pas? Pour le Premier ministre britannique David Cameron, le choix des Grecs doit être clair et il doit s'exprimer aux prochaines élections. Nous devons maintenant envoyer un message très clair au peuple grec. C'est un choix. Vous pouvez soit voter pour rester dans l'euro en respectant les engagements qui vont avec, ou si vous votez différemment, eh bien vous quittez la zone euro. La possible sortie de l'euro n'est donc plus un tabou, mais elle reste un épouvantail. Elle fait frémir ses experts espagnols. Ce serait la première phase de la disparition de l'euro. Cette monnaie est devenue la deuxième réserve la plus importante au monde. Elle a atteint un tel niveau de confiance qu'on ne peut pas la faire disparaître. La sortie de la Grèce de l'euro serait une crise profonde à la fois monétaire et financière, mais aussi politique. En Grèce, les épargnants paniquent à l'idée d'une dévaluation monétaire. Le bank running devient une sorte de sport national. Courir vers sa banque pour vider ses comptes, cela porte désormais un nom, Nathalie, le bank running. En Grèce, 700 millions d'euros ont été retirés lundi passé. Depuis, c'est 100 millions par jour qui sortent des coffres. Et en Espagne, on pratique aussi le bank running. On parle d'1 milliard d'euros retirés en moins d'une semaine. Faut-il que la Grèce sorte de la zone euro? Absolument non. Le contraire est le cas. Il faut que nous gardons la Grèce dedans et que nous restons ensemble. Dès un État membre doit quitter la zone euro, un État membre de la zone euro doit le quitter. La spéculation contre le prochain pays commence, ça sera l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et ça va aboutir à l'Italie. En Italie, c'est un G8, c'est un État G8, c'est la troisième force économique de l'Union européenne. Et c'est la troisième la plus endettée au monde. Donc il faut qu'on fasse attention et qu'on reste prudent avec ces débats, parce qu'il y a des gens qui le souhaitent. Christine Lagarde qui parle de sortie ordonnée de la zone euro, c'est une erreur? Je ne sais pas si c'est possible. Si Madame Lagarde a le récept, comment ça fonctionne, elle peut nous le dire. La phrase seule ne suffit pas. S'il y a une sortie ordonnée de la zone euro, je trouve qu'il ne suffit pas de le dire comme titre. Il faut expliquer, est-ce qu'il est maîtrisable? Est-ce qu'on peut maîtriser l'éclat du système bancaire en Grèce? Est-ce qu'on peut maîtriser la vague de la protestation, même du désespoir social qui suit immédiatement à l'introduction du drachme? Il y a plusieurs scénarios, mais si Madame Lagarde nous dit comment on peut maîtriser un tel développement de la pauvreté ordonnée de 2/3 de la population, comment on peut lutter contre l'évasion des grands capitaux, l'évasion fiscale, comment on peut réintroduire les capitales des super riches grecs qui achètent au moment donné des grands appartements à Berlin, avec l'argent, ou les armateurs, avec l'argent qu'ils ne soumettent pas à la taxation, qu'il n'est pas imposée en Grèce. Si Madame Lagarde a la stratégie pour cela, je suis très reconnaissant qu'elle nous passe. Je me méfie même des gens qui ont toujours ces solutions à la vitesse. Ah, la Grèce peut sortir en vitesse. Est-ce que Mme Lagarde ou les autres conseillers ou on dit experts qui nous racontent ça ont aussi un plan pour l'effet domino, pour le système bancaire espagnol, pour le système bancaire italien, juste les grandes agences de notation sur lesquelles il faut aussi discuter sur le rôle, ont dégradé 16 banques italiennes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quel impact a une sortie ordonnée, entre guillemets, citation, fin de Madame Lagarde, de la Grèce, de la zone euro,
quel impact ça aura sur le système bancaire en Italie. Alors, moi je préfère qu'on reste... Moi je préfère qu'on essaye de garder la zone euro ensemble. La condition, la conditio sine qua non, c'est la confiance mutuelle. La Grèce a promis des réformes. Pour cela, les Européens et aussi le Fonds monétaire a promis le financement de l'État grec et de la dette souveraine grecque pour le moment donné. Si un nouveau gouvernement de la Grèce met ça hors de vigueur, je ne peux pas m'imaginer que l'autre côté continue à payer. C'est ce que quelques partis en Grèce croient. On peut dire on ne paye plus, mais les autres ne peuvent pas se permettre de nous laisser tomber, donc ils jouent. Mais là, il faut dire, eux aussi, ils jouent avec le feu, comme ces ondits experts le font aussi. Donc je crois la base pour les semaines qui viennent, pour stabiliser l'Europe et la zone euro, est qu'on peut compter sur une expérience très traditionnelle, tenir parole. Dernière question, Monsieur Schulz. Est-ce qu'il faut... on a vu plusieurs sommets de crise depuis 3 ans. On doit en être au 13e. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Est-ce qu'on est gouverné par des politiques qui savent où ils vont? Je crois qu'il n'y a pas de manque de volonté. La structure est fausse. Nous avons une zone monétaire, nous avons une zone économique, mais nous avons une fragmentation de la gouvernance. Nous avons une zone cohérente économique monétaire, mais nous avons 17 gouvernements. Et au-delà, ces 17 gouvernements essayent de jouer à la maison, chez eux toujours, qu'ils sont eux qui décident. Et ils marginalisent en même temps avec ça, voulu ou pas voulu, mais ils marginalisent les institutions européennes. Et en ce qui concerne la gouvernance économique, prenons le président sortant. Nicolas Sarkozy. Qui j'ai respecté beaucoup pendant la présidence française. On a travaillé ensemble, vraiment, je l'avoue, et je l'ai avoué aussi avant les élections, comme il fallait. Mais qu'est-ce qu'il dit pendant la campagne électorale? Il dit, le gouvernement de l'Europe, c'est Angela et moi. C'est le fameux axe Merkozy. Pour continuer, il dit, le gouvernement de l'Europe, c'est Angela et moi. Et 3 phrases après, il dit, mais l'Europe est mal gouvernée. Bon, mais écoutez, normalement, c'est une blague. Mais la réalité était que les gens l'ont pris comme, si l'Europe fonctionne, c'est le gouvernement national. Si l'Europe ne fonctionne pas, ce sont les institutions européennes. Mais c'est toujours la faute à Bruxelles, en fait. Voilà. Mais l'Union européenne n'est pas... c'est pas l'Union européenne qui a créé la France. C'est pas l'Union européenne qui a fondé l'Allemagne ou décrit l'existence de l'Espagne. Ce sont les États membres qui créent l'Union. L'Union européenne est forte ou faible comme les États membres de l'Union veulent qu'il est fort et faible. Donc, pour répondre précisément à votre question, nous avons surtout une crise du système politique. Donc, c'est un manque de volonté de la part des gouvernants de laisser un petit peu de leur souveraineté? Ils ont laissé déjà beaucoup de souveraineté transférée sur le niveau européen, mais en ce qui concerne la monnaie et la direction de la zone euro, ils ne sont pas suffisamment courageux de renforcer les institutions européennes. Merci, Martin Schulz. Merci à vous. Avant de rejoindre Katia Gilder et son invité, direction l'Espagne, le pays d'Europe qui produit le plus d'organismes génétiquement modifiés. Mais peu à peu, la contestation s'installe et c'est Bérengère Dinglas qui nous en parle. En ce moment, pour Angel, c'est l'une des périodes les plus importantes de l'année. Chaque jour, il inspecte ses ruches pour que sa récolte soit la meilleure possible. Des efforts qui pourraient être réduits à néant. Depuis l'automne dernier, il a beaucoup de mal à vendre son miel. Comme tout le miel espagnol, celui-ci est suspecté de contenir des traces d'OGM. Car en Espagne, près du quart du maïs produit est du Mont 810, un maïs génétiquement modifié.
Aujourd'hui, le maïs transgénique n'est pas balisé. Il est mélangé avec le maïs conventionnel et il peut y avoir un apport de pollen OGM dans la ruche sans que l'apiculteur le sache. D'habitude, Miguel vend toute sa production à l'étranger, en Allemagne et en France principalement, mais l'an dernier, impossible d'exporter le moindre pot. En cause, un jugement de la Cour européenne de justice de septembre 2011. Appelé affaire Bablock, il interdit à la vente tout miel ou pollen contenant des OGM. À partir du verdict de la Cour de justice, personne n'a plus voulu acheter de miel. Le marché est resté complètement bloqué. Il a fallu attendre pendant 3 mois avant que quelqu'un n'accepte d'acheter du miel espagnol, y compris le mien, et au moment de l'achat, on m'a payé 25% moins cher que 6 mois plus tôt. L'Espagne est le premier producteur européen de miel. C'est donc l'avenir de centaines d'apiculteurs qui est en jeu. Angel et ses collègues ont décidé de se battre contre les OGM. En février dernier, ils se sont rassemblés à Séville, la plus grosse manifestation anti-OGM que n'ait jamais connue la ville. À la tête de la contestation, Miguel Iscardio, élu à la COAG. Ce syndicat agricole proche de la Confédération paysanne dénonce l'influence des firmes mondiales sur la péninsule ibérique. Tandis que de nombreux pays européens renoncent aux organismes génétiquement modifiés, ici, les surfaces OGM continuent de progresser. Ils essayent de convaincre, je pense, à travers l'Espagne, que la coexistence est possible, alors qu'on sait bien que tout ça, c'est un grand mensonge. Si tu fais de l'OGM, d'ailleurs, tu es en train d'interdire que quelqu'un puisse faire du bio, que quelqu'un puisse faire de l'apiculture. On pense que c'est une stratégie de Monsanto et d'autres entreprises d'essayer à tout prix de faire augmenter la surface. Pour l'instant, le seul OGM autorisé dans le pays est le maïs Mont 810, un maïs contenant un insecticide BT. Il est cultivé sur près de 100 000 hectares, mais personne ne sait exactement où, car en Espagne, il n'existe aucune cartographie des plantations OGM. Ici, c'est transgénique, mais ici, ça ne l'est pas. Et on ne voit pas la différence. C'est sur les bords du Guadalquivir que Juan a décidé de semer du Mont 810. Comme on le constate, le maïs OGM et le maïs conventionnel ne sont pas différenciés. Tous les grains finiront ensemble. Pour Juan, pas de quoi s'inquiéter. La culture transgénique, c'est rien de plus qu'un insecticide. Ils n'ont pas changé la graine, c'est le même insecticide, BT, qu'ils répandent par tonnes dans les champs. Ça ne vient pas d'un autre monde. Voilà 3 ans que cet agriculteur andalou a commencé à planter du maïs OGM et pour lui, les rendements sont nettement meilleurs. L'an dernier, j'ai abandonné la culture transgénique. Et la pyrale, une larve qui infecte le maïs, est apparue. Résultat, ma production a baissé de 50%. Au lieu de 160-170 tonnes par hectare, je n'ai récolté que 80 tonnes. J'ai replanté des OGM car c'est la seule solution contre la pyrale. En Espagne, si le pouvoir politique de droite comme de gauche reste favorable aux OGM, les opposants sont de plus en plus nombreux. Ainsi, la Puebla de Casala, une ville de 11 000 habitants sur la route de Malaga. La commune s'est déclarée sans OGM, un travail de persuasion entrepris par le maire. Le processus a consisté à convaincre les agriculteurs de la région que les produits qui nous arrivent en ce moment et les produits qui sont vendus à l'international sont contre-productifs pour le futur de nos enfants. Ici, les agriculteurs rachètent toutes leurs graines à la coopérative qui garantit des semences non OGM. Pourtant, à Puebla de Casala, si les habitants ont élu un maire écolo, fait encore exceptionnel en Espagne, les OGM semblent encore bien nébuleux pour la plupart d'entre eux. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je pense que ce n'est pas bon pour la santé, je crois. Les produits transgéniques sont modifiés génétiquement par les multinationales. Donc ce n'est pas naturel, à mon avis. Pendant des années en Espagne, les OGM ont été avant tout considérés comme une avancée scientifique. Aujourd'hui, certaines associations et syndicats commencent à mieux informer la population. Agriculteurs ou pas, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir que le pays tout entier renonce aux cultures génétiquement modifiées. Pour beaucoup, c'est l'avenir de l'agriculture espagnole qui est en jeu.
Retour sur le grand plateau de Strasbourg, au cœur du Parlement européen. Nous avons été rejoints par un député tout juste sorti de l'hémicycle, José Bové. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député européen sous les couleurs ici d'Europe Écologie. Et vous menez depuis des années la lutte contre les OGM. Quand vous voyez ce type de reportage réalisé en Espagne et qui montre l'emprise du mont 810, du nom du géant américain qui le conçoit. Est-ce que vous vous dites c'est peine perdue ou au contraire la lutte continue? Ouais, au contraire, moi je vois ce reportage avec beaucoup d'encouragement. Je connais bien les gens de la COAG, ces municipalités qui commencent à rentrer en résistance. Et il y a un énorme mouvement en Espagne qui est en train de se développer. L'Espagne est le seul pays qui fait des OGM de manière importante et sur lequel il n'y a absolument aucun registre, comme ça a été dit. Donc l'Espagne est une véritable catastrophe écologique aujourd'hui, avec cette monoculture du maïs qui est une véritable catastrophe au niveau environnemental, mais aussi au niveau de la diversité de l'agriculture. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir qu'en Espagne, les choses évoluent favorablement parce qu'il y a une pression de plus en plus forte des citoyens espagnols. En clair, on ne peut pas dire si telle partie contient ou pas des OGM parce que tout se mélange dans la terre. Comment ça se passe exactement? Comment est-ce que comment est-ce que cet apiculteur peut se retrouver avec ces suspicions de contamination par le mont 810? C'est assez simple. En Espagne, il n'y a pas de règles sur la coexistence. C'est-à-dire qu'un agriculteur ne doit pas déclarer, n'est pas obligé de déclarer, n'est pas obligé de prendre un certain nombre de précautions quand il sème des OGM. Donc tout se fait n'importe comment, n'importe quoi. Ce qui fait qu'un apiculteur ne sait pas quand il va mettre ses ruches si le maïs qui est en face contient des OGM ou pas. Donc ça pose un problème. Un agriculteur bio ne sait pas si son voisin a fait des OGM, un agriculteur traditionnel non plus. Donc celui qui est par exemple sous label bio, si on analyse son produit et qu'on trouve des OGM dedans, il est cassé. Il n'a aucun recours en indemnisation. Et donc, évidemment, c'est une catastrophe sur le marché local, mais aussi quand on veut exporter dans les autres pays européens. Et quelle est la situation en France? La France a pris une clause de sauvegarde pour interdire la culture de ce maïs. Quelle est la situation? Est-ce qu'on a des garanties de ne pas retrouver du maïs Monsanto 810 dans les cultures? Comment ça se passe? Alors en France, il y a eu un premier moratoire qui a été mis en place en 2008, qui avait été attaqué devant la Cour européenne de justice. Pour des raisons de forme, il a été cassé. Un nouveau moratoire a été pris cette année au mois de janvier et février, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas 1 kilo de maïs OGM qui a été semé dans les champs ce printemps. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où la France est indemne de maïs Mont 810 au niveau des cultures. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'a pas de l'OGM venu d'Espagne? Parce que c'est un seul grand marché. Qu'est-ce qui garantit Alors, ça? au niveau des semences, un agriculteur aujourd'hui qui prendrait le risque de semer des OGM se trouverait condamné et l'État, à travers l'administration, l'obligerait à détruire sa culture. Donc il serait dans l'illégalité? Il serait dans l'illégalité puisqu'il y a une interdiction de semer des OGM sur le territoire. Le problème qu'on a, c'est qu'on continue à importer pour l'alimentation du bétail du maïs ou du soja transgénique qui est lui encore malheureusement autorisé. Et comme il n'y a pas d'étiquetage sur les produits animaux, eh bien aujourd'hui les citoyens ne savent pas si la viande, les produits laitiers ou les œufs qu'ils consomment ont été produits avec des animaux nourris avec des OGM ou pas. Et donc là c'est encore un combat et j'espère qu'au niveau des ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Agriculture, on va mettre en place cet étiquetage. Alors, pourtant, il y a eu un avis de la part de l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Ces experts ont conclu que le Monsanto 810 ne présentait pas de risque pour la santé, pour l'environnement. Qui a raison? Alors, l'EFSA, donc cette agence, a repris une nouvelle fois son argumentaire classique. Il faut savoir que depuis qu'on parle des OGM en 1996, pas une seule fois cette agence n'a donné un avis négatif sur un OGM. Mais pas une seule fois. Et pour une raison très simple, c'est que cette agence est complètement inféodée à l'agroalimentaire, à l'agrobusiness. On a vu un conflit d'intérêts. La présidente de cette agence a été obligée de démissionner. Elle a été embauchée immédiatement par le lobby de l'agro-industrie et tous les experts liés aux OGM sont des gens qui sont en lien avec les firmes multinationales et je dirais même plus loin et c'est encore plus grave, les éléments qui servent à analyser les demandes d'OGM viennent des compagnies de Monsanto lui-même. Donc on est dans une situation où il faut remettre complètement à plat
cette agence. Et aujourd'hui, pour moi, elle est complètement discréditée et son avis n'a pas aujourd'hui force de loi. Alors, vous avez des paroles très dures à l'égard de cette agence. Est-ce que ces arguments sont partagés, cet avis est partagé par vos collègues ici au Parlement européen? Alors, quelle que soit leur étiquette d'ailleurs. Bien sûr, et c'est cela qui s'est passé pour la première fois il y a 10 jours à Bruxelles. Nous avons refusé de valider les comptes de cette agence. Là, en plénière, une majorité de députés ont dit il n'est pas question, en raison des conflits d'intérêts qui existent dans cette agence, il faut remettre tout ça à plat. Et là, je crois que c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience ici, dans ce Parlement, pour dire on ne peut pas accepter que les agences soient corrompues par les conflits d'intérêts et que ce soit les firmes qui fassent la pluie et le beau temps quand on a 500 millions de consommateurs en face. Alors, ce dossier-là va être à la table, au menu, si je puis dire, des ministres de l'Environnement le 11 juin prochain. Quelle va être la position de la France et du nouveau gouvernement auquel participe Europe Écologie? Est-ce qu'il y aura des inflexions sur ce dossier? Est-ce que vous en attendez? Alors, je pense que la France, depuis 2008, a une position qui est très claire, qui est de ne pas accepter de renationalisation du débat. Il faut qu'il y ait une législation européenne qui 2008, c'est-à-dire le vote au Parlement européen d'un texte. Voilà, d'un texte européen et la décision de la France de mettre en place le moratoire. Depuis, les ministres de l'Environnement qui se sont succédés ont toujours eu des positions très claires pour dire on n'accepte pas aujourd'hui de faire des concessions de quelque manière que ce soit, tant qu'on n'a pas une nouvelle façon d'évaluer, tant qu'on n'a pas la transparence sur les agences. Or, jusqu'à présent, la Commission européenne n'a pas répondu aux exigences de la majorité des ministres de l'Environnement. Donc ça, c'est la position française. Ce soir même, je rencontre la ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture. Je vais en discuter bien évidemment avec eux, mais je crois que là-dessus, la France va toujours être sur une position très ferme face à la Commission. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mieux réglementer la mise en culture de ces organismes génétiquement modifiés? Qu'est-ce que vous prenez? Je pense que l'évaluation qui doit en être faite doit être faite à la fois du point de vue scientifique, du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue environnemental et je dirais aussi socio-économique. Parce qu'on ne prend jamais en compte les pertes de marché liées au fait qu'on a une culture qui soit contaminée. On n'a jamais vérifié quel était l'intérêt par rapport économique de cultiver des OGM ou pas d'OGM. Donc tout ça, ça doit rentrer dans l'analyse globale. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une expertise globale, pas simplement celle qui est faite par l'EFSA avec les documents de Monsanto. Merci beaucoup, José Bové, d'être venu sur le plateau d'Europe Hebdo pour évoquer ce sujet très sensible. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.